L'étrange docteur Petiot. Des signaux de fumée. Le matin du lundi 6 mars 1944, une colonne de fumée nauséabonde s'éleva de la cheminée d'une maison de maître située au 21 rue Le Sueur à Paris. Les voisins lorgnèrent avec méfiance les 3 étages de cet immeuble bâti au XIXe siècle, qui avait un jour abrité une princesse de second rang et comportait cour et étable privée. Les heures, puis les jours se traînèrent sans que la puanteur ne se dissipe. Le samedi 11 mars, un voisin se décida à venir se plaindre. Il trouva un mot sur la porte. Parti pour un mois, transférer le courrier au 18 rue des Lombards, Auxerre. On prévint les forces de l'ordre, et 2 policiers ne tardèrent pas à arriver à bicyclette. Les voisins les informèrent de ce que le propriétaire de la maison, le docteur Marcel Petiot, possédait également une résidence secondaire à 3 kilomètres de là, au 66 rue Caumartin. Certains avaient remarqué une mystérieuse cohorte de visiteurs venant frapper à la porte de la maison vide au cours des 6 mois écoulés, notamment un nocturne étranger aux rênes d'une carriole. Quelques mois plus tôt, 2 camionnettes avaient stationné devant le numéro 21. La première pour emporter 47 valises, la seconde pour livrer 30 ou 40 lourds sacs au contenu inconnu. Les pompiers pénétrèrent dans la maison par une fenêtre du 2e étage, puis fouillèrent la partie supérieure de la maison, avant de se diriger vers le sous-sol. Ils en ressortirent très vite, l'un d'entre eux en proie à de violentes nausées, tandis que son chef lançait aux policiers qu'ils allaient avoir beaucoup de travail. 3 policiers descendirent au sous-sol, où l'on découvrit un poêle à charbon chauffé à blanc, avec un bras humain sortant par la grille ouverte. À côté de là, on trouva un tas de charbon mêlé d'ossements humains et de morceaux de cadavres démembrés. Il fut impossible de savoir exactement combien il y avait de victimes dans ce macabre chaos. Sous le choc, les policiers quittèrent le sous-sol à peu près au moment où le docteur Petiot arrivait à cheval sur sa bicyclette. « Voilà qui est grave, remarqua-t-il. Je pourrais y laisser ma tête. » Ensuite, après s'être assuré que les représentants de l'ordre qu'il avait devant lui étaient tous français, il leur confia que la pile de morts du sous-sol était composée d'Allemands et de traîtres à notre patrie. Petiot affirma être à la tête d'un groupe de résistants, que 300 dossiers l'attendaient rue Caumartin, et qu'il était absolument nécessaire de détruire ceux-ci avant que l'ennemi ne les trouve. Aigris par l'enfer des années d'occupation allemande, les policiers relâchèrent Petiot. Plusieurs mois s'écoulèrent avant qu'il ne le revoie. Pendant ce temps, on fouilla le cadre de la macabre découverte. Dans le garage de Petiot, la police découvrit une grande quantité de chaux vive, à laquelle on avait mélangé des restes humains, parmi lesquels il restait encore une chevelure et une mâchoire. On avait creusé un puits dans l'étable pour y verser le reste de la chaux et des corps, lesquels se trouvaient dans des états de décomposition variés. Dans l'escalier qui reliait la cour au sous-sol, la police découvrit un sac de toile contenant le côté gauche d'un corps, décapité et privé de son pied, ainsi que de ses organes vitaux. L'affaire fut immédiatement prise en charge par le commissaire Georges-Victor Massu, qui était fort de 33 années de service et avait plus de 3200 arrestations à son crédit. Venu examiner les lieux, il remarqua la présence au sous-sol d'éviers suffisamment grands pour servir à vider un corps de son sang, ainsi que d'une chambre octogonale dont les murs étaient insonorisés et garnis de fer, et la porte percée d'un judas. Massu était toujours sur les lieux à 1h30 du matin, lorsqu'arriva un télégramme envoyé par la préfecture de police de Paris. Ordre des autorités allemandes. Arrêtez Petiot. Dangereux aliéné. Pour les patriotes français, cet ordre de la part de l'envahisseur allemand semblait la preuve que Petiot était réellement un héros de la résistance. Sans enthousiasme, la police s'en vint rue Caumartin pour y trouver l'appartement vide, sans aucune trace du docteur Petiot ni de sa famille. Plutôt que de se lancer à sa recherche,
les détectives se contentèrent d'interroger les ouvriers qui avaient pris part aux travaux rue Le Sueur. Et lorsque les autorités parisiennes apprirent que Petiot avait été emprisonné et torturé par la Gestapo de mai 1943 à janvier 1944, elles ne virent plus aucune raison de procéder d'urgence à une chasse à l'homme. Rue Le Sueur, les enquêteurs rassemblèrent les restes mutilés d'au moins une dizaine de victimes. Albert Paul, médecin légiste, déclara cependant aux journalistes que ce nombre était largement en dessous de la réalité. Outre les ossements et les morceaux de corps identifiables, le docteur Paul recensa 15 kilos d'ossements carbonisés, 10 de fragments non brûlés, 5 de cheveux humains, dont plus d'une dizaine de cuirs chevelus complets, ainsi que 3 grandes poubelles remplies de morceaux trop petits pour être identifiés. Après avoir étudié les pièces significatives, le docteur Paul déclara que parmi les victimes, la plus âgée était un homme de 50 ans et la plus jeune, une femme de 25. Aucune d'entre elles ne montrait de blessure par lame ou par balle, ni la moindre trace d'empoisonnement aux métaux toxiques. Les échantillons disponibles ne permettaient pas d'écarter l'hypothèse d'un poison organique. Dans l'appartement de la rue Caumartin, la police découvrit de grandes quantités de chloroforme, de digital, de strychnine, ainsi que d'autres poisons. À tout cela s'ajoutaient des quantités de morphine et d'héroïne qui excédaient plus de 50 fois celles d'un médecin ordinaire. Il y avait visiblement quelque chose d'étrange chez le docteur Petiot, mais il avait disparu. Patriote ou criminel, il laissait la police en proie à 3 questions. Qui étaient les victimes du 21 rue Le Sueur? Comment étaient-elles mortes? Et où se trouvait le docteur Petiot? La maison de l'horreur. Une enquête sur les fréquentations du docteur Petiot permit d'identifier 2 des victimes du charnier. L'une, Jean-Marc Van Bever, était un toxicomane parisien qui avait compté sur le docteur Petiot pour lui fournir des stupéfiants jusqu'en février 1942, date de son arrestation dans le cadre de répression contre les pharmacies impliquées dans le trafic de drogue. Van Bever reconnut s'être procuré de fausses ordonnances auprès du docteur Petiot. Mais quelques jours avant son procès, qui devait avoir lieu au mois de mars, il disparut mystérieusement. La police pensa qu'il avait été assassiné par la pègre, mais dut revoir son jugement 2 ans plus tard, à la lumière des découvertes de la rue Le Sueur. On identifia en une autre victime la personne de Marthe Caït, mère d'une autre toxicomane du nom de Raymonde Baudet. Celle-ci avait aussi négocié avec Petiot pour obtenir des doses de son poison favori. Baudet avait été emprisonné en mars 1942, 2 semaines avant la disparition de Van Bever, et Petiot s'était rapproché de Marthe Caït dans le but de se disculper. Il lui avait fortement suggéré de commettre un parjure, en affirmant que certaines des ordonnances, écrites par Petiot pour Raymonde sous le nom de jeune fille de sa mère, lui étaient en fait destinées. Ceci aurait eu pour effet d'alléger les charges pesant à l'encontre de Petiot. Caït commença par accepter, mais changea d'avis après avoir consulté son médecin. Le 26 mars, elle avait disparu. Plus tard, son mari reçut 2 lettres d'après lesquelles Marthe avait décidé de quitter le pays. Le mari interrogea Petiot, qui lui confirma que Marthe voulait à tout prix échapper à une France occupée par les nazis. Cela ne convainquit pas Raymonde Baudet, et celle-ci déclara la disparition de sa mère le 7 mai 1942. On ne trouva nulle part la moindre trace de Marthe, jusqu'à ce que la police fouillât le numéro 21 de la rue Le Sueur. En juillet 1942, Petiot fut condamné pour les 2 affaires de stupéfiants. Il reçut une amende de 10 000 francs pour chacune, mais après l'appel, elle fut ramenée à 2 400 francs. L'inspecteur Roger Gignoux soupçonnait bien Petiot d'être à l'origine des meurtres de Caït et Van Bever.
mais il n'y eut pas de preuve de la mort des 2 victimes avant mars 1944, et à ce moment-là, Petiot avait déjà disparu. Les recherches commencèrent dans l'urgence, le 13 mars 1944. On interrogea la femme et le fils de Petiot à Paris, ainsi que son frère Maurice. Celui-ci, qui n'avait ni le cran ni l'esprit calculateur de son frère, avoua vite qu'il avait livré la chaux-vive au 21 rue Le Sueur sur les ordres de Marcel. Maurice fut arrêté pour complicité de meurtre et emprisonné le 17 mars. Georgette Petiot fut aussi placée en rétention car on la soupçonnait d'avoir apporté de l'aide à son mari lors de ses activités criminelles. Ce fut le commissaire allemand Robert Jotkum qui fournit le motif des meurtres de Petiot, ainsi que les détails des 8 mois de son emprisonnement par la Gestapo. Petiot avait été arrêté en mai 1943 avec 3 autres, car il était soupçonné d'avoir aidé des Juifs à s'enfuir de la zone occupée. La police rechercha alors des témoignages. Elle put recueillir celui d'un Parisien qui avait alors cherché à s'enfuir avant de changer d'avis. Le témoin leur apprit que Marcel Petiot lui avait proposé un passage en Amérique du Sud, ainsi que tous les papiers qui seraient nécessaires pour 25 000 francs. Le fourreur juif Joachim Gushinoff accepta, lui, l'offre de Petiot. À sa disparition en janvier 1942, il emportait 500 000 francs en liquide, 5 manteaux de zibeline et 700 000 francs en or, argent et diamants. Une fois le réseau clandestin mis à jour, la police n'eut aucun mal à capturer les complices de Petiot. René Gustave Nézondet, un de ses amis d'enfance, fut arrêté le 17 mars 1944. Un ami de ce dernier, Roland Porchon, fut arrêté le même jour et avoua avoir rabattu des clients vers Nézondet et Petiot. En juillet 1942, Porchon raconta aux détectives que Nézondet avait décrit Petiot comme l'empereur du crime et qu'il affirmait avoir vu 16 cadavres crucifiés dans le sous-sol de la rue Le Sueur. Un deuxième témoin confirma. Il avait entendu Nézondet admettre avoir aidé Petiot à dissimuler les corps. Quant à lui, Nézondet commença par nier, mais avoua tout le 22 mars. Par contre, l'enchaînement des faits différait dans son témoignage. Il disait avoir d'abord appris l'existence du massacre de la rue Le Sueur en novembre ou décembre 1943, alors que Petiot était détenu par la Gestapo. Outre les corps, il avait vu un journal contenant le nom de 50 ou 60 victimes. Ce journal avait disparu entre-temps. Il eut encore 6 autres arrestations, dont celle d'un barbier de la rue des Mathurins qui orientait certains de ses clients vers Petiot, ainsi que celle d'Albert et Simone Neuhausen, qui furent arrêtés pour recel après avoir avoué qu'ils avaient aidé à l'enlèvement des valises du 21 rue Le Sueur. La plupart des suspects furent relâchés en avril 1944, mais Nézondet resta en détention pendant 14 mois. Marcel Petiot était toujours en cavale le 6 juin 1944, lorsque les troupes alliées envahirent la France. L'enquête fut suspendue.